Voilà, bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.telechangu.net, la web télé de la culture de l'excellence. Voilà, je suis toujours le vôtre, Fabien Anvar Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungomdeli, Mialamia Kongungunga, Kuputu. C'est donc votre magazine en toute vérité qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Hervé Chezeville, qui est donc ancien responsable humanitaire en République démocratique du Congo, aujourd'hui auteur et éditeur. Il est également chroniqueur, en tout cas dans plusieurs radios en France. Nous l'appelons aujourd'hui parce qu'il est l'auteur d'un livre intitulé Rwanda, 25 ans de mensonges. Livre qui lui a d'ailleurs valu des menaces, des intimidations, jusqu'à apporter plainte. 24 ans d'expérience en République démocratique du Congo. Il se présente également comme témoin pratiquement oculaire du début de la guerre en République démocratique du Congo vers 1996 ou 96, comme nous disons, nous qui sommes en tout cas d'obédience belge. Eh bien, tout cela, nous allons en parler dans cette émission. Alors, sans plus tarder, donc je veux vous présenter Monsieur Chezeville, qui est donc avec nous depuis la Corse. Nous sommes là en France. Monsieur Chezeville, bonjour. Bonsoir, bonsoir à tous vos vidéos spectateurs. Voilà, je vous ai présenté tout à l'heure que vous êtes un ancien responsable humanitaire, auteur, éditeur, chroniqueur radio. Je ne sais pas si déjà pour planter des décors et que vous soyez plus inconnu de nos vidéos spectateurs, internautes spectateurs, si vous avez quelque chose à ajouter. Écoutez, comme vous le savez, j'ai plusieurs casquettes successives et parfois des casquettes pas successives, mais des casquettes que je porte en même temps. Donc en ce moment, je suis auteur. J'en suis à mon 9e ouvrage publié, plus un autre ouvrage collectif. Et je suis également chroniqueur radio sur une radio chrétienne ici à Bastia, en Corse. Et en plus, j'ai fondé une maison d'édition, toujours ici à Bastia. Mhm. Alors, je vais vous demander peut-être d'avancer un tout petit peu pour que nous soyons pratiquement à un même niveau. Voilà, un peu comme ça. C'est très bien. Alors, d'après ce que je sais de vous, vous avez au moins 24 ans d'expérience en Afrique, au Tchad, au Soudan et bien entendu en République démocratique du Congo et comme responsable humanitaire. Cela vous a amené notamment à travailler sur la démobilisation, il me semble bien. Mais est-ce que vous pouvez préciser, pour ce qui est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous avez été concrètement? Alors, j'ai fait plusieurs séjours en République démocratique du Congo. À l'époque où je travaillais pour le PAM en Ouganda, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ça a été mon premier contact avec ce qui n'était pas encore la RDC, mais qui s'appelait encore le Zaïre. Mhm. J'avais été envoyé en 1996, pour reprendre la terminologie belge. En 96, j'avais été envoyé avant le déclenchement de la guerre pour évaluer la route qui va de la frontière ougandaise, de la ville congolaise de Aru, jusqu'à Dungu. Parce qu'à l'époque, il y avait des camps de réfugiés dans la région de Dungu, des réfugiés du Sud-Soudan, et le PAM devait envoyer de la nourriture par voie terrestre. Donc j'avais fait cette évaluation de cette route qui était en état, je ne peux même pas l'appeler route, c'était assez problématique. Et donc ça a été mon premier contact avec le Zaïre. Et bon, les circonstances ont fait que j'ai fait d'autres séjours au Congo. Je me trouvais à Changugu, au Rwanda, c'est-à-dire juste à côté de Bukavu, en septembre 96, quand les premiers coups de canon ont été tirés et que la Du Rwanda guerre vers la a République débuté. démocratique du Congo. Voilà, l'invasion de la République démocratique du Congo par les forces de l'armée patriotique rwandaise. Et je me trouvais là aussi au Rwanda, c'était une coïncidence, en mission d'évaluation interne, qui m'avait amené à Changougou, entre autres. Donc Par la déjà, suite, de ces points de vue, sans vouloir vous couper, comment les termes que vous utilisez sont très importants. Il ne s'agit pas d'une guerre
congolo-congolaise, mais déjà en 96, vous saviez déjà que c'était une guerre d'agression rwandaise contre le Zaïre. Disons que le terrain été bien préparé. Les prémices, puisque vous me poussez à donner des détails, les prémices, je les avais senties quelques mois plus tôt, lorsqu'il y a eu en Ouganda, où je travaillais pour le PAM, un afflux de réfugiés, entre guillemets, Banyamulenge. Et là aussi, pour le PAM, j'avais été amené à me rendre dans le district de Kisoro, frontalier du Nord Kivu et du Rwanda, pour évaluer les besoins dans ces camps de fortune qui s'étaient créés autour de la ville ougandaise de Kisoro. Ça a été mon premier contact avec le problème Banyamulenge. Ensuite, durant le séjour que j'évoquais à l'instant au Rwanda en septembre 1996, j'ai à nouveau été amené à visiter un camp de réfugiés. Alors toujours, je reprends l'expression convenue, que je n'aime pas beaucoup, mais enfin l'expression donc de Banyamulenge, de Tutsis congolais, dans un camp qui se trouvait à Changougou, mais juste sur la frontière congolaise, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres de la ville de Goma. Et j'ai senti par la médiatisation qui avait été faite de ce problème, alors que ces réfugiés, moi qui ai connu des camps qui comptaient des centaines de milliers de réfugiés ailleurs dans le monde, j'ai senti que ces quelques milliers de réfugiés qui arrivaient à Kisoro et à Changougou, j'ai senti que les grands médias en faisaient une affaire très importante. Et après, ce n'est qu'après que j'ai compris que ces accusations de persécution subies par les Tutsis en République démocratique du Congo était le signe annonciateur, je dirais même le justificatif de l'invasion qui était en préparation depuis longtemps. Ce n'est qu'après, naturellement, quand on analyse ce qu'on a vécu, qu'on voit ce qui est en train de se passer, qu'on met les éléments ensemble et que j'ai compris ce qui était réellement en train de se passer. Et donc finalement, bon, peut-être qu'on va, on va peut-être chambouler un peu l'évolution de cette émission, parce que le problème Banyamulenge, il me semble bien qu'il est en train de ressurgir en République démocratique du Congo. Historiquement, nous savons que ce sont des personnes d'origine rwandaise qui ont été installées en République démocratique du Congo, à l'époque le Congo belge et puis le Zaïre, et ainsi de suite. Vous qui avez vécu un peu cette première vague, notamment en ce qui concerne la situation du déclenchement de la guerre, disons, par le Rwanda en République démocratique du Congo, en prenant justement le problème Banyamulenge, comme vous l'avez dit, vous avez peut-être raison de pouvoir dire entre guillemets, parce qu'eux-mêmes viennent de reconnaître que Banyamulenge, c'est une création par eux-mêmes, qu'au final, ce sont des ressortissants rwandais, même s'ils ne veulent pas le reconnaître en termes de la date exacte où ils sont arrivés en République démocratique du Congo, qu'ils se considèrent de ce point comme Congolais d'origine. Je disais donc, quand vous êtes au Rwanda, quand vous voyez ces phénomènes, vous pensez quoi des Banyamulenge entre guillemets? Qu'ils sont véritablement Congolais d'origine, ou bien qu'ils sont d'origine rwandaise et qu'ils sont instrumentalisés pour cela, pour des intérêts rwandais? Je pense que en toute chose, il ne faut pas faire de cas général. Et qu'il y a Banyamulenge et Banyamulenge, qu'il y a Tutsi et Tutsi. Premièrement, tous les Tutsis congolais ne sont pas des Banyamulenge, parce que ce n'est pas à vous que je vais apprendre que Banyamulenge indique une origine précise. Dans les deux Kivu, en différents endroits. Donc tous les Tutsis qui se réclament de la nationalité congolaise ne sont pas tous des Banyamulenge. On en trouve dans le Massissi et ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est d'ordre historique. Vous avez fait allusion à l'arrivée des Tutsis ou des Rwandophones dans ce qui est aujourd'hui les frontières que l'on connaît du Congo. Mais cette arrivée s'est faite par plusieurs strates, je dirais, par plusieurs couches. Il y a eu des arrivées très anciennes,
avant même l'existence l'État, enfin du Congo actuel, c'est-à-dire à l'époque du Congo belge. Les activités générées par la colonisation avaient attiré des travailleurs qui venaient du Rwanda et du Burundi, et d'ailleurs sans doute. Donc déjà à l'époque, des rwandophones se sont installés dans ce qui est aujourd'hui le Congo. Alors est-ce qu'on va dire un siècle plus tard, puisqu'on parle là peut-être même plus d'un siècle, est-ce qu'on va dire que ces gens qui ont fait souche, qui ont eu des enfants, des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants nés dans ce qui est aujourd'hui le Congo, est-ce qu'on va dire qu'ils ne sont pas congolais? Je ne suis pas juriste et je ne suis pas congolais, je n'ai donc pas la prétention de répondre à cette question, mais si je fais un parallèle avec ce que je connais, à savoir ce qui se passe ici en Corse ou plus généralement en France, nous avons également des étrangers, des gens d'origine étrangère, mais qui sont arrivés pour travailler dans les mines il y a un siècle. Il est bien évident que leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants sont des Français au même titre que moi ou que tous les autres. Donc peut-être que l'on pourrait effectivement considérer ces descendants de Tutsi ou de Hutu, Rwandais ou Burundais, arrivés il y a un siècle, on pourrait peut-être les considérer comme des Congolais. Maintenant, il y a eu le problème dont on a parlé tout à l'heure, à savoir l'invasion de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise, par l'armée patriotique rwandaise à partir de 1996. Et durant cette période, il y a eu une dernière vague. Je ne citerai pas les vagues intermédiaires, hein, il y en a eu également. Mais la dernière vague se situe donc durant cette période, ces 24 dernières années. Alors cela, naturellement, on peut fortement douter de leur Congolité. congolocité. Je ne sais pas quel terme je pourrais inventer. Congolité. Congolitude, je ne sais pas, puisqu'ils sont arrivés où on les a fait venir, où ils sont venus par eux-mêmes, en profitant de l'occupation de l'armée de leur pays, du territoire sur lequel ils allaient s'installer. Donc cela, je les qualifierais plutôt de colons, plutôt que de Congolais, puisqu'ils sont arrivés très récemment et en profitant de circonstances très particulières. Donc voilà, je pense que tant géographiquement qu'historiquement, il existe plusieurs sortes de rwandophones au Congo et qu'il faut bien se garder de les mettre tous dans le même sac. Alors maintenant, il y a peut-être aussi un autre détail, comme vous l'avez dit, parce que les Congolais ont observé tout simplement que ce n'est pas vraiment le problème de la nationalité qui, comment dire, qui aiguise un peu les appétits des Banyarwanda. C'est plus la question des terres. Parce que si on fait le parallèle avec ce que vous avez énoncé tout à l'heure, Corses et autres immigrés italiens qui sont arrivés en France pour travailler, ceux-là n'ont jamais revendiqué la terre en France. Ils sont français, ils ont des droits, mais je ne sais pas s'ils peuvent revendiquer un bout de terre qui leur appartienne. Donc, je ne sais pas si c'est la même procédure. Ils possèdent des terres, j'ai cité les mineurs, mais il y en avait bien d'autres. Il y en a qui se sont lancés dans l'agriculture. Je me rappelle, dans mon enfance, avoir connu des Flamands qui étaient venus de Belgique il y a plusieurs décennies et qui avaient acquis de grandes propriétés et qui étaient devenus agriculteurs ou éleveurs dans la partie, enfin en Normandie ou ailleurs en France. Donc on peut citer des cas similaires. Beaucoup de descendants d'étrangers sont devenus des propriétaires terriens en France. Alors maintenant, venons-en un peu à la situation vue du Rwanda, parce que vous avez cette expérience. La peur des Congolais, c'est d'avoir des citoyens qui ne vivent pas pratiquement culturellement au Congo, mais qui vivent culturellement au Rwanda. Vous allez voir par exemple ici dans la diaspora congolaise, vous les voyez rarement avec les autres Congolais. Par contre, ils sont beaucoup plus à l'aise avec les Rwandais qu'avec les Congolais. Alors, vu du Rwanda, parce que vous avez été là-bas, comment les Banyamulenge sont perçus? Sont-ils perçus comme Congolais ou ils sont perçus comme Rwandais?
Bon, d'abord, il faut savoir ce que c'est que le Rwanda de Paul Kagame. C'est un pays sous cloche, je dirais, où il est très difficile de savoir ce que les gens pensent, parce qu'ils ont peur, tout simplement. Les, entre guillemets, Banyamulenge que l'on m'avait fait rencontrer à Cyangugu en 96, ces gens-là se revendiquaient comme Congolais. Mais je suppose on leur avait donné la leçon avant qu'ils puissent répondre à nos questions. Et donc, effectivement, eux se revendiquaient comme Congolais. Était-ce sincère ou pas, je n'en sais rien. J'en reviendrai plutôt à mon expérience personnelle. J'ai démobilisé des enfants soldats, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai démobilisé des enfants soldats de toute ethnie. Et il m'est arrivé de démobiliser des enfants soldats congolais rwandophones. Je peux dire que ces enfants, autant que je m'en souvienne, nés au Congo, pour eux, leur pays, le peu que j'ai pu discuter avec eux, et j'ai quand même pas mal discuté avec eux, c'était le Congo, c'était pas le Rwanda. Maintenant, il y a d'autres types de personnalités. Les personnalités qui sont venues euh, et qui ont occupé des responsabilités ou qui ont joué un rôle déterminant dans les d'innombrables rébellions qui ont ensanglanté l'Est du Congo, ceux-là, je penserais, certains d'ailleurs sont retournés au Rwanda, je pense que ceux-là, clairement, ils avaient été envoyés en mission par leur chef, à savoir Paul Kagame, et qu'ils n'étaient congolais que pour les médias et l'opinion internationale. Mhm. Voilà, donc je vous rappelle que je reçois pour vous Monsieur Hervé Choseville, voilà, responsable, ancien responsable humanitaire, en tout cas je peux dire un connaisseur de la République démocratique du Congo. Nous allons y revenir un peu à la situation du Congo actuellement, mais pour comprendre tout ça, je pense qu'il est important que nous remontions un peu dans l'histoire, notamment avec ce qui s'est passé au Rwanda. Et d'ailleurs, c'est donc le titre de votre livre, Le Rwanda. Voilà, vous l'avez. Je pense que je vais aussi peut-être mettre Je vais le mettre un en autre. gauche. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. Donc, le Rwanda, 25 ans de mensonges. C'est les livres que vous avez écrits. Est-ce que vous pouvez nous dire, 25 ans de mensonges, en quoi consistent ces mensonges? Bon, chaque année, au mois d'avril, il y a des célébrations au Rwanda qui tournent autour du génocide. Et chaque année, les mêmes mensonges ressurgissaient, complaisamment reliés par des organes de presse internationaux, et en particulier en France, qui donnaient une version simpliste des événements. Et cette version, je vais quand même la citer par souci d'objectivité, cette version prétend que le régime du président Abiyarimana était un régime anti-Tutsi qui persécutait les Tutsis et que pour mettre fin aux atrocités commises contre les Tutsis, le Front patriotique rwandais est intervenu et qu'il a mis fin au génocide contre les Tutsis et que donc Paul Kagame est le sauveur des Tutsis qui a mis fin à un régime qualifié de nazisme tropical, pour reprendre leurs expressions. Alors il y a le plus faux que tout ce que je viens d'énumérer. Alors, mais chaque année, je réagissais à ces mensonges. Je réagissais avec des articles, je réagissais avec des émissions de radio. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas très pertinent et qu'il valait mieux que je compile tous mes écrits sur le génocide et sur les événements qui ont ensanglanté le Rwanda, pas seulement en 1994 d'ailleurs, parce qu'on a trop tendance à limiter ce drame à 1994. En fait, toute l'affaire a commencé le 1er octobre 1990 et elle a culminé avec les 100 jours qui ont vu le paroxysme de la violence entre l'attentat contre
l'avion présidentiel à bord duquel se trouvaient deux présidents africains, le président du Rwanda et le président du Burundi, et leurs entourages respectifs, et la prise de Kigali par le Front patriotique rwandais. J'ai donc décidé, alors que le 25e anniversaire du génocide approchait, je me suis dit à tous les coups, là, le régime de Kigali va certainement mettre le paquet, comme on dit, pour refaire un coup de publicité et essayer de relégitimer leur régime. Je me suis dit, autant sortir un livre pour faire un petit peu le point de tous ces mensonges. Et c'est ainsi que j'ai sorti ce livre avant la commémoration du 25e anniversaire du génocide, pour donner une autre version. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, mais en tout cas, je suis sûr d'une seule chose, c'est que ça ne s'est pas passé au Rwanda comme le prétend le régime de Paul Kagame. Alors finalement, comment ça s'est passé de votre point de vue? Parce que justement, c'est là où vous démontez l'argumentaire rwandais en disant que ça, c'était un mensonge. Maintenant, en termes pratiques, quels sont les mensonges du Rwanda qui ont Alors, perduré depuis 25 ans? il y en a beaucoup et je crois qu'il va falloir faire une émission en plusieurs épisodes. Donc, commençons par le commencement. Le 1er octobre 1990, j'ai déjà dénoncé un mensonge à l'instant en disant qu'on parlait trop de 94 et pas suffisamment de 90 ou 90, pour reprendre la terminologie belge. Donc le 1er octobre 1990, c'est un contingent de l'armée ougandaise, de la National Resistance Army de Yoweri Museveni, qui a attaqué un poste frontière rwandais. C'était des soldats ougandais, en uniforme ougandais, avec des armes ougandaises. Certainement que la majorité de ces gens-là étaient des anciens réfugiés ou des fils de réfugiés rwandais, mais à l'heure où ils ont tiré les premiers coups de feu, ils étaient Ougandais. ils faisaient partie de l'armée ougandaise, de l'armée légale de l'Ouganda. Il y a donc eu une agression ougandaise contre le Rwanda. Alors, est-ce que le président Museveni était au courant ou pas? Ça, c'est la grande question. Le président Museveni et le président Habyarimana se trouvaient ensemble à New York pour une conférence de l'UNICEF, je crois, au moment où les soldats ougandais ont attaqué le Rwanda. Le président Museveni a assuré son collègue rwandais qu'il n'était pour rien dans cette affaire et que c'était le fait de soldats qui s'étaient mutinés et qui avaient pris des armes et qui avaient attaqué le Rwanda. Permettez-moi d'en douter, mais toujours est-il que nous avons un état de fait, c'est une unité ougandaise qui a attaqué le Rwanda. Ensuite, cette unité ougandaise s'est progressivement transformée en mouvement de rébellion rwandais, notamment par le biais de recrutement d'un certain nombre de gens venus non seulement de l'Ouganda, mais aussi du Congo ou du Burundi, et voire même du Rwanda même, qui se sont joints au contingent initial, qui était un contingent de l'armée ougandaise. Et c'est donc comme cela qu'on a vu le Front patriotique rwandais. Et quand je parle de recrues, je n'oublie pas de citer les enfants soldats, parce que dès le début, le FPR a recruté beaucoup d'enfants soldats au Rwanda et dans les pays voisins. Alors, le deuxième mensonge, c'est les massacres. Les massacres ont commencé dès 1990. Ils n'ont pas commencé avec ce qu'on appelle le génocide, c'est-à-dire les 100 jours d'avril à juillet 1994. Ils ont commencé dès que le FPR s'est emparé de portions du territoire rwandais dans le nord du pays. Ils ont commencé à massacrer des paysans et qui étaient majoritairement des Hutus. Lesquels paysans ont fui en masse tout au long de cette guerre. Ils ont fui en masse pour s'entasser dans des camps de déplacés à proximité de la capitale, Kigali. Donc, les premiers massacres au Rwanda ont été commis par le FPR et pas par les Interamwe qui n'ont été créés que plus tard. Et justement, les Interamwe, au départ, lorsque ces milices d'autodéfense ont été créées, ils ont beaucoup recruté dans les camps de déplacés
parmi ces gens qui avaient tout perdu et qui avaient fui les massacres du FPR. Alors attention, je ne veux pas dire que c'était de la légitime défense, mais je dirais qu'il y avait un degré de haine chez ces paysans Hutus qui avaient tout perdu et qui avaient vu un grand nombre des leurs être massacrés. Il y avait un fort degré de haine à l'encontre du FPR et malheureusement, cette englobé les Tutsis d'une manière générale. Ils ont mis le blâme sur la communauté Tutsi d'une manière générale. Et il y a donc eu, bien sûr, des massacres de Tutsis commis par ces Interamwe, peut-être commis également par des éléments de l'armée rwandaise. Mais ces massacres de Tutsis se sont réellement intensifiés à partir de la mort du président Habyarimana, mort causée, et ça c'est le gros mensonge, c'est un mensonge très bien gardé, je dirais, l'affaire de l'avion abattu. 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 Et abattu par qui? Moi, je dis dans mon livre, et je persiste et je signe, qu'il a été abattu sur ordre de Paul Kagame. Pourquoi je dis ça? Premièrement, à qui profite le crime? Lorsque l'avion a été abattu, il y avait une situation de cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui prévalait depuis presque un an, à la suite des accords d'Arusha, et un processus politique était engagé. Le FPR savait très bien que si des élections démocratiques se tenaient au Rwanda, il n'aurait aucune chance de l'emporter, car le FPR était vu, à juste titre d'ailleurs, comme une émanation des Tutsis, et que les Tutsis numériquement sont très minoritaires au Rwanda, environ 12%, et que donc le FPR étant l'expression de la minorité, c'est-à-dire les Tutsis anglophones de l'Ouganda rentrés au Rwanda, il y avait peu de chances qu'il l'emporte aux élections. En abattant l'avion, le FPR a décapité le régime du président Habyarimana, puisque non seulement Habyarimana lui-même, mais également son ministre de la Défense, son chef d'état-major, etc., sont également morts dans l'avion. Il y avait aussi les chefs de l'État burundais là-dedans. Et bien sûr, alors il est évident, vous avez tout à fait raison, que cette affaire a également joué un grand rôle sur les tragiques événements du Burundi. Ça, on ne fait pas suffisamment le lien. Et moi, dans mon livre, j'explique que le Burundi et le Rwanda sont des pays miroirs, à savoir que lorsqu'il se passe quelque chose au Rwanda, ça a toujours des répercussions au Burundi et inversement. Et rappelons qu'à l'époque, le Burundi connaissait aussi une guerre sanglante. Suite à l'assassinat du premier président Hutu démocratiquement élu en Melchior Ndadaye. 1993, Melchior Ndadaye. Signalons d'ailleurs que Paul Kagame se trouvait dans une chambre d'hôtel à Bujumbura lors de l'assassinat, lors de cette tentative de coup d'État de l'armée burundaise. Donc je pense que tout est lié, tout est lié. Alors, mais revenons au Rwanda, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Une offensive générale, une offensive militaire générale, ça ne s'improvise pas. Je ne suis pas militaire, mais je sais que ça ne s'improvise pas. Ça demande des semaines, voire des mois de préparation. Préparation en matériel, préparation en logistique, déplacement de troupes, etc., etc. Or, la nuit même où l'avion a été abattu, le Front patriotique rwandais a rompu le cessez-le-feu et a lancé une offensive générale, avant même que les massacres aient commencé. Parce que là aussi, c'est un mensonge, puisque les massacres ont été utilisés comme excuse pour lancer l'offensive. Or, l'offensive a été déclenchée dans les heures qui ont suivi la mort du président Habyarimana. Je suis donc convaincu que l'avion a été abattu par le FPR, puisqu'ils ont été en mesure de lancer une offensive générale dans les heures qui ont suivi. De l'autre côté, du côté gouvernemental, la mort du président Habyarimana a été une surprise, un choc. Je ne les qualifierais même pas de dirigeants, puisqu'il n'y avait plus de dirigeants. Les gens qui... C'était un peu la débandade alors. C'était la débandade, c'était la panique.
les gens qui se sont retrouvés à exercer les fonctions intérimaires n'avaient pas du tout préparé la chose. Ils ne s'attendaient pas à cela. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'une offensive générale se prépare, mais un coup d'État, ça se prépare aussi. J'ai vécu un certain nombre de coups d'État en Afrique et ailleurs pour savoir qu'un coup d'État ne s'improvise pas. Et effectivement, le lendemain de la mort d'Abiyarimana, le coup d'État, entre guillemets, n'avait pas eu lieu. Les gens n'étaient pas préparés à prendre le pouvoir. Et l'armée rwandaise, qui venait de perdre ses chefs, le président et le chef d'état-major, n'était pas préparée à faire face à l'offensive généralisée. Et c'est donc cette mort du président Abiyarimana qui a permis le succès de l'offensive du FPR. Maintenant, attention, je ne suis pas un négationniste parce que le régime et ses relais en France et ailleurs. Oui, je sais que par ailleurs, vous avez été menacé, vous avez même dû porter plainte contre quelqu'un qui vous menaçait, vous traitant des négationnistes. Peut-être une parenthèse, qu'est-ce qu'est devenue cette plainte? Écoutez, je n'en sais rien. J'ai porté plainte, je crois que c'était le 26 mars 2019. Je n'ai eu aucune nouvelle depuis. Mais je dois aussi ajouter que les menaces ont cessé. Donc je ne peux que présumer que l'individu qui était à l'origine, que je connaissais son nom, hein, que l'individu qui a lancé ces allégations contre moi et qui a cherché à me discréditer, cet individu a dû certainement être convoqué. C'est fait en rwandais ou un français? Un Français qui s'est permis d'écrire à toutes les librairies de Corse et certainement à des librairies également en France pour que surtout mon livre ne soit pas vendu et qui a envoyé un document de plusieurs pages me taxant de négationnisme et me taxant de mensonges. C'est un comble pour un livre qui dénonce les mensonges. Et j'ai appris donc que chaque fois que je devais intervenir, faire une conférence ou autre, chaque fois, la partie invitante avait reçu la dite lettre. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à porter plainte parce que c'était devenu invivable. Je ne pouvais plus me déplacer, je ne pouvais plus aller dans un endroit sans que ma probité ou ma crédibilité n'ait été mise en cause avec cette lettre qui était diffusée. Alors, venons-en maintenant à l'histoire, disons, que vous racontez dans votre livre, mais en même temps, l'option que vous avancez a été, on va dire, dans une certaine mesure, battue en brèche par le procès qui a eu lieu en France, notamment sur cet attentat du président Abiyarimana. On se souviendra de la première, comment dire ça, du premier procès ou de l'orientation qu'avait prise le juge Bruguière. Pour lui, c'est un peu comme vous, que ça ne pouvait venir que du FPR. Mais finalement, il y a eu un autre juge qui, lui, finalement, a pensé aux extrémistes Hutus. En ce moment-là, ça pose un peu de problème par rapport à votre thèse. Permettez-moi d'être un peu en désaccord avec vous. Procès, il n'y en a pas eu. En fait, nous, quand je dis nous... Instruction, on va dire instruction alors. Voilà, tous ceux qui se battent pour que la vérité émerge au sujet de ce qui s'est passé au Rwanda, nous aurions bien voulu qu'il y ait un procès, parce que ça aurait permis de faire éclater la vérité. Il y a eu une instruction menée par le juge Bruguière, et le juge Bruguière a fini par prendre sa retraite, et juste avant de prendre sa retraite, il est entré en politique par la suite, il a remis son rapport d'instruction, qui incluait l'inculpation d'un certain nombre de responsables rwandais. Il n'a pas pu inculper le président Abiyarimana du fait que le président Abiyarimana était un chef d'État en exercice. Ah pardon, j'ai dit Abiyarimana. Kagame. Je voulais parler de Kagame. Il n'a pas pu inculper le président Kagame du fait de l'immunité présidentielle dont jouit le président Kagame en tant que chef d'État en exercice. Mais il a inculpé James Kabarebe et d'autres hauts responsables militaires rwandais. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, le Rwanda a réagi vivement, il a rompu les relations diplomatiques avec la France. Et côté français, il y a eu des alternances politiques, notamment l'arrivée au pouvoir en 2007 de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a, dans un souci d'ouverture politique, a embauché, ou plutôt débauché, un homme qui s'appelle Bernard Kouchner, qu'il a nommé ministre des Affaires étrangères, lequel Bernard Kouchner est toujours un grand admirateur de Paul Kagame. Et donc, Bernard Kouchner a tout fait pour essayer de rétablir le dialogue avec le Rwanda de Paul Kagame. Et c'est lui qui a été à l'origine d'une visite présidentielle de Nicolas Sarkozy au Rwanda. Et je pense que pendant cette tentative de rapprochement sous le président Sarkozy, il y a eu des tractations. Il y a eu des tractations politiques qui ont eu malheureusement, et ce n'est pas à l'honneur de l'indépendance de la justice française, qui ont eu des incidences, une influence sur l'instruction qui était encore en cours. Et vous avez des instructions qui ont suivi le juge Bruguière, ont privilégié d'autres hypothèses et n'ont pas poussé dans le sens du juge Bruguière, alors qu'il y avait des témoins qui étaient prêts à témoigner, qui n'ont pas été entendus délibérément. Et il y a même eu pire. Il y a un témoin qui avait exprimé sa volonté de témoigner, qui se trouvait à Nairobi et qui devait être acheminé vers la France. Or, la partie adverse a eu accès au dossier dans lequel se trouvait le nom de ce témoin, et un jour, ce témoin a disparu corps et biens de sa chambre d'hôtel à Nairobi, et on sait maintenant qu'il a été ramené et liquidé par les services rwandais, qu'il a été ramené au Rwanda. Donc, du fait de cette instruction, il y a eu mort d'homme, et ça c'est grave. Parce que Il y a aussi le cas Kayumba Nyamwasa qui fut ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, qui voulait aussi témoigner et qui n'a jamais été entendu. Qu'il était prêt à témoigner et il n'a jamais été entendu. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont de moins en moins parce que malheureusement un certain nombre ont été liquidés par les services rwandais, mais il en existe encore un certain nombre qui sont prêts à témoigner et qui n'ont pas été entendus. Et ça, c'est très grave. L'expertise balistique qui a été conduite par l'un des juges d'instruction, le juge Trévidic, je crois, a été conduite en France. Comment peut-on mener une expertise balistique en France? Il aurait fallu que cette expertise balistique soit menée au Rwanda même. Or, ça n'a pas été le cas. Les conditions climatiques, acoustiques et autres sont bien différentes entre l'endroit de l'ouest de la France où l'expérience a été menée et les collines environnant Kigali. Donc tout cela fait que cette affaire, bon, s'est soldée par un non-lieu, je crois par un appel en cours, enfin c'est pas encore terminé, et j'espère qu'un jour, finalement, la vérité finira par triompher, et c'est pour ça que moi j'ai publié mon bouquin, et que Judy River, que je ne connaissais pas à l'époque, a publié le sien, et que Charles Onana a également publié le sien il y a environ un an. Justement, je voulais un peu arriver à cette question-là avec Judy River. D'abord, vous voulez en fait nous dire que l'instruction sur cette affaire en France a pris une tournure politique. Première chose. Deuxième chose, par rapport à ce que vous avez écrit, à ce que vous découvrez du livre de Judy River, quelles sont les similitudes ou peut-être aussi les différences qu'il y a entre vous et elle? Moi, je suis un chroniqueur. J'ai témoigné de ce que je savais, de ce que j'ai vu, et j'en ai tiré certaines conclusions. Le travail de Judy River est beaucoup plus sérieux que le mien, je l'avoue en toute humilité, parce que Judy River a fait un véritable travail de recherche. Moi, je ne suis pas un chercheur. Elle a fait un travail de recherche, et pendant 20 ans quasiment. Elle est allée au Congo, elle est allée au Rwanda, elle est allée dans la diaspora rwandaise, elle a recueilli un certain nombre de témoignages. Moi, je n'ai pas cherché à mener l'enquête. J'ai simplement dit ce que je savais et j'ai fait part de mon expérience de terrain aussi.
mais je ne suis pas un chercheur comme elle. Voilà. Mhm. Pareil pour Charles Onana. Charles Onana a également fait un travail de recherche dans les archives, notamment les archives françaises, les archives onusiennes, ce que je n'ai pas fait, bien évidemment. Oui, alors finalement, merci d'abord pour votre honnêteté. C'est ça aussi l'honnêteté intellectuelle. Euh, Vous pensez que l'affaire en France, l'instruction en France, a pris carrément une tournure politique? Je dirais qu'il y a eu une interférence politique, c'est clair, à l'époque de Sarkozy, à nouveau sous l'actuel président, M. Macron. Il y a eu des interférences politiques, des pressions. Naturellement, cela, on n'en aura jamais de preuves, même si les archives devaient un jour être ouvertes, parce que je suppose que tout cela s'est fait oralement. Mais il est clair que le souci du président Sarkozy, le souci de l'actuel président Macron, était de rétablir des relations normales avec le Rwanda de Paul Kagame. Et je pense qu'ils ont tous les deux été naïfs. Je pense que il manquait de Mais connaissances sur le justement, Rwanda et sur monsieur la personnalité même Chosville, de Paul Kagame. Monsieur Chesville, justement, c'est là où les Congolais ne comprennent pas la démarche de certains pays occidentaux, des grandes puissances occidentales. C'est celle de penser ou de ne pas comprendre comment la France se sent beaucoup plus, comment dire, en train à rétablir des relations avec le Rwanda, un petit pays qui n'a pas de richesses et ainsi de suite, par rapport à la République démocratique du Congo, où finalement tous ceux qui sont passés par là, au-delà même de la France, même de la communauté internationale, voilà, ils excellent dans un mutisme qu'on ne comprend pas, nous, en tant que Congolais. Donc, quel est l'intérêt d'être en bonne relation avec le Rwanda, un pays qui n'a rien, on va le dire, que d'avoir des bonnes relations avec le Congo, un pays riche, où finalement tout le monde pourrait se retrouver? Les Congolais ne comprennent pas, et je comprends qu'ils ne comprennent pas. Moi-même, j'ai honte, je le dis franchement, j'ai honte de l'attitude de la France dans le dossier rwandais. La France ne défend même pas l'honneur de son armée. L'opération turquoise qui a eu lieu donc à la fin du génocide en 94 a été une opération exemplaire. Et le régime de Paul Kagame a réussi à semer le doute dans l'esprit même des Français, du public français. Je connais beaucoup de Français de bonne foi qui pensent qu'il y a des horreurs cachées sous le tapis et que l'armée française, durant l'opération turquoise, aurait commis des choses inavouables, aurait peut-être massacré des Tutsis, violé des femmes Tutsis, etc., etc. Or, c'est totalement faux. Charles Onana l'a brillamment démontré dans son livre. À l'époque, des organisations humanitaires telles que Médecins sans frontières avaient rendu hommage au travail accompli par l'armée française, notamment avec leur hôpital de campagne près de Changougou. Donc là, je pense que la propagande du régime de Kigali a été très habile en semant le doute dans l'esprit même des Français et de certains politiciens. Moi, j'ai discuté avec certains politiciens qui n'étaient pas naturellement aux responsabilités en 94, mais qui, sincèrement, pensaient qu'il y avait quelque chose de louche dans l'attitude de la France au Rwanda en 94. Je ne cherche pas du tout à défendre la France. La France a certainement commis des erreurs d'appréciation. Peut-être que Mitterrand était trop proche d'Abiyarimana, enfin tout ce qu'on voudra, je veux bien l'entendre. Mais l'armée française n'a pas participé au génocide contre les Tutsis. Et le gouvernement français, les gouvernements qui se sont succédés, n'ont pas eu le courage de défendre l'honneur de leur armée. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Alain Juppé s'en est indigné, puisqu'il était à l'époque ministre des Affaires étrangères en 1994. Alors, quelles sont les raisons? Des raisons occultes, certainement. On a souvent dit que le Rwanda, c'était la porte d'entrée pour les richesses du sous-sol de l'Est de la République démocratique du Congo. On a dit également que les chefs d'État français que j'ai nommés tout à l'heure avaient des liens particuliers avec certains
comment dirais-je, certains groupes. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas faire de la diffamation, mais il est certain qu'il y a des intérêts occultes et que l'État congolais étant un État, quel terme pourrais-je utiliser, un État relativement faible, que le Rwanda il dispose d'une influence assez grande du fait des réseaux qu'il a mis sur pied pendant l'occupation de la moitié orientale du Congo. Il est certain que le coltan, l'or et autres continuent encore aujourd'hui à être écoulés illégalement via le Rwanda. Que le coltan, pour ne citer que lui, on a un besoin criant pour toutes ces nouvelles technologies et que tout cela, ça représente beaucoup d'argent et beaucoup d'intérêt et que certains sont prêts à tout pour avoir ces ressources. Donc, est-ce que c'est là l'explication? En tout cas, c'est la seule que je vois. C'est la seule que je vois. Est-ce que des groupes d'intérêt économique ont réussi à convaincre les autorités françaises d'essayer de faire ami-ami avec Paul Kagame pour pouvoir avoir accès à tout cela? Je n'en sais rien, je n'en ai pas la preuve, mais il est légitime de se poser la question. Alors, Monsieur Chesville, je vais vous poser une question aussi, peut-être que vous avez quelques ressorts d'explication. Pour nous, Congolais, et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo, le côté humain ne peut pas quand même autoriser une telle attitude, on va dire, de complicité par rapport à la tragédie que vit la République démocratique du Congo depuis, on va dire, en 1996 ou 96. Et de là, les Congolais ne trouvent, parmi une autre explication, que le projet de balkanisation de leur pays, tous les flux qu'on a vus, et ainsi de suite, peuvent aussi plaider dans ce sens. Vous, d'après ce que vous avez vu, d'après ce que vous connaissez, d'après votre expérience africaine congolaise, croyez-vous à ce projet de balkanisation de la République démocratique du Congo? Oui, j'y crois, et je pense que c'était un projet qui était sur la table à l'époque du président Clinton, et qu'il s'agissait donc d'un projet d'origine américaine. Américaine. Je pense qu'effectivement, à un haut niveau aux États-Unis, cette possibilité de démembrer la République démocratique du Congo a été sérieusement envisagée. Est-ce que cette possibilité est toujours sur la table aujourd'hui? Je n'en sais rien, bien sûr. Je pense pas, honnêtement, je pense pas que ce soit une idée française. Bon, mais malgré tout, la France, surtout à l'époque de Sarkozy et aujourd'hui à l'époque de Macron, est quand même relativement proche des États-Unis. Donc, mais je ne pense pas que ce soit un plan français. Ça faisait partie de la grande stratégie américaine de l'époque de Bill Clinton qui a conduit au désastre, qui a conduit au désastre au Rwanda et ensuite au désastre en République démocratique du Congo. Et la déclaration de Sarkozy, une fois en République démocratique du Congo, demandant aux Congolais de partager la richesse avec le Rwanda, vous ne pensez pas que cela procède un peu de cet élan de balkanisation? Sinon, comment ça pourrait être possible? Certainement. Sarkozy était très pro-américain et son ministre des Affaires étrangères de l'époque, que j'ai déjà nommé, Bernard Kouchner, était je dirais, très proche de certains intérêts américains. Donc, le regretté Pierre Péan a d'ailleurs écrit un livre au sujet de Bernard Kouchner, dans lequel il expliquait le rôle néfaste joué par cet homme. Voilà, Et voilà. À l'époque, Bernard Kouchner avait réagi en disant qu'il allait poursuivre Pierre Péan en diffamation. Il est intéressant de noter qu'il ne l'a jamais fait. Pierre Péan est mort l'année dernière sans que Bernard Kouchner l'ait poursuivi en diffamation.
Un peu comme qui ne dit mot consent. Voilà. Voilà, donc je rappelle... Mais est-ce que les Oui. médias ont retenu, est-ce que les médias ont retenu à l'époque, c'est qu'il avait claironné qu'il allait porter plainte et qu'il allait poursuivre Mhm. Pierre Péan en diffamation. Le fait qu'il ne l'ait pas fait est passé totalement inaperçu dans les grands médias qui avaient abondamment relayé Mhm. l'indignation de Bernard Kouchner à l'époque. Comme d'habitude. Voilà, je rappelle que je reçois pour vous Monsieur Hervé Choseville. Il est donc ancien responsable humanitaire, auteur et éditeur et chroniqueur radio. Et nous l'avons depuis la France en Corse. Alors, votre livre est tout à fait éloquent, même si je ne l'ai pas lu en tout cas en entier. Déjà, on sait avoir quelques idées avec tout ce que vous êtes en train de nous raconter. L'un de mensonges, justement, et d'ailleurs c'est peut-être là qu'on vous traite des négationnistes, parce que parfois, chaque fois qu'on parle des victimes au Hutu de Kagame, directement, on vous taxe de négationnistes. Alors que les enquêtes ont démontré que, comme vous l'avez dit, non seulement qu'avant même les génocides, on va dire un peu international tel qu'on le connaît, les pogroms ont commencé avec l'armée de Kagame, déjà, pendant qu'il faisait la progression, et que même pendant les génocides, ils ont également tué beaucoup de Hutus et même des Tutsis, justement pour légitimer la prise de pouvoir. Quels sont les faits que vous pouvez justement nous proposer pour clarifier un peu ce côté sombre de cette histoire et surtout également de ce qui s'est passé sur terrain? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les premiers massacres ont été commis par le FPR, aussitôt après le début de la guerre du Rwanda, c'est-à-dire, rappelons-nous que ça a commencé en octobre 90, en octobre 90. Dès le début, le FPR a massacré des populations Hutus du nord du Rwanda. Ces massacres se sont poursuivis alors même que les Interamwe, les milices Hutus, massacraient des Tutsis. Il y a eu des massacres de Hutus au fur et à mesure que l'armée rebelle avançait. À ce sujet, je voudrais vous citer une anecdote. À l'époque, en 1994, la presse internationale, les télévisions internationales, CNN et autres, avaient fait leur gros titre de cadavres qui avaient abouti dans le lac Victoria, à l'embouchure de la rivière Kagera. Ces cadavres avaient les mains liées et on avait donc la preuve qu'ils avaient été abattus, qu'ils avaient été exécutés avant d'être jetés dans la rivière. Et à l'époque, ça avait été présenté comme une preuve de l'atrocité des massacres commis par le gouvernement de transition ou par les Interamwe à l'encontre des Tutsis. Or, aucun journaliste à l'époque n'a mis en cause cette version. Il aurait suffi de prendre une carte du Rwanda, de la regarder attentivement, pour se rendre compte que la rivière Akagera, le cours de la rivière Akagera au Rwanda, coulait dans une zone qui était déjà contrôlée par le FPR. Donc, en aucun cas, ces cadavres que l'on a montrés à la une de tous les grands médias internationaux à l'époque, en aucun cas, ces cadavres ne pouvaient être des Tutsis massacrés par les Interamwe ou par le gouvernement de transition. Il ne pouvait s'agir que de civils, probablement Hutus, mais sans doute pas seulement, dans des zones conquises par le FPR. Cela n'enlève en rien la responsabilité des chefs Interamwe ou de certains responsables du gouvernement intérimaire. Encore une fois, je ne suis pas un négationniste. Mais au moment où des massacres de Tutsis de grande ampleur étaient commis, il y avait d'autres massacres de grande ampleur commis, cette fois par le FPR. Et la grande différence entre les deux, c'est que dans les zones tenues par le gouvernement de transition, il y avait encore pas mal de journalistes internationaux, qui pouvaient témoigner de ce qu'ils avaient vu et donc des massacres commis par les Interamwe. Par contre, dans la zone tenue par le FPR à l'époque, aucun journaliste ne pouvait y aller. Il n'y avait aucun journaliste international.
Et les seuls qui ont pu y aller l'ont fait pendant quelques heures et bien encadrés par des soldats du FPR. Ils n'avaient pas la liberté de circulation. Donc, naturellement, on a beaucoup d'images d'un côté et pas d'images de l'autre. Mais le travail fait notamment par Judy River a été de relayer des témoignages qui montrent que ces massacres ont bien eu lieu. Moi-même, pendant mon séjour au Rwanda, puisque je suis retourné au Rwanda et j'ai travaillé toujours pour le PAM en 98 au Rwanda, j'ai reçu des témoignages dont j'ai essayé de faire état auprès de la hiérarchie du PAM. Et ça m'a valu de fortes réprimandes de ma hiérarchie, me disant surtout, n'en parle pas, surtout, ne répète pas cela, même si c'est vrai, il ne faut pas en parler. Voilà ce que l'on m'avait dit à l'époque au sein du Programme alimentaire mondial. Et j'ai effectivement attendu de quitter le Programme alimentaire mondial pour commencer à écrire là-dessus. Ça, j'en ai fait état dès 2002-2003 dans mon premier livre paru à l'époque en 2003, Kadogo, enfant des guerres d'Afrique centrale. J'ai fait état de ces témoignages. Nous allons y revenir, notamment sur le rôle des ONG en Afrique centrale, notamment au Congo. Peut-être pour boucler un peu ce chapitre par rapport au Rwanda, j'ai retenu peut-être un élément. Donc on pourrait conclure que finalement les déferlements des violences étaient la conjugaison de deux facteurs qu'on peut imputer les deux à Kagame. Le premier, c'était la vengeance des Hutus qui ont été massacrés dans le nord par Kagame, l'armée patriotique rwandaise qui fouillait et qui, voyant les Tutsis, en fait par vengeance, voyant que le pouvoir allait dans les mains des Tutsis par vengeance, se sont pris à d'autres, disons, compatriotes Tutsis. Et l'autre élément, c'est justement le fait qu'il y a eu l'avion abattu et dans cette désorganisation, le pouvoir intérimaire ne pouvait pas malheureusement empêcher les massacres qui ont eu lieu et qui se sont transformés en génocide. Il y a un troisième élément. C'est un élément historique. Les Rwandais ont une bonne mémoire et ils se souvenaient parfaitement de l'ancien régime, c'est-à-dire du régime à dominante Tutsi qui avait dominé le Rwanda avant la période coloniale et pendant la période coloniale. Il y a eu ce qui a été appelé la révolution sociale qui a permis à la majorité Hutu d'arriver aux affaires. Et les Hutus, qui constituent la majorité de la population au Rwanda, n'avaient absolument aucune envie de retomber sous une sorte de domination féodale de leurs anciens maîtres Tutsis. Et naturellement, quand ils ont vu le FPR attaquer le Rwanda dans le but de prendre le pouvoir, ils n'ont pas pu s'empêcher de penser que c'était les anciens féodaux qui revenaient pour à nouveau imposer leur domination. Donc cet élément historique a joué également un grand rôle, je pense, dans la violence, le déchaînement de violence de ces années-là. Merci en tout cas. Et le pouvoir rwandais, disons, Tutsi, on va le dire comme ça, s'est installé au Rwanda. Et là, on va dire que s'installe également le projet de conquête de la République démocratique du Congo. Et vous l'avez dit dans votre entretien. Oui. Si vous me le permettez, je pense que ce projet est plus ancien que ça. Je pense que ce projet existait déjà avant même le lancement de l'attaque contre le Rwanda en 1994. Voilà, merci beaucoup. Et vous l'avez dit dans votre entretien que quand le premier coup de canon retentit en République démocratique du Congo, vous êtes à Siangungu et vous avez pratiquement suivi toutes ces péripéties. Et d'ailleurs, vous avez un premier déclic aussi, selon ce que vous m'avez dit, que c'est pendant que vous faites la démobilisation d'enfants soldats. Je suppose bien que ça, c'était avant le déclenchement de la guerre ou après? Après, il s'agissait de la guerre de l'Ituri. Ah, de l'Ituri, voilà, de l'Ituri. On va y revenir, je voulais d'abord avoir cette précision. Oui. Est-ce que dans ces déclenchements, quand vous êtes à Siangungu, en ce moment-là, parce que les Banyamulenge ont été pris comme alibi déjà à l'époque, connaissiez-vous Azarias Robewa, Moïse Nyarugabo? Pas encore. J'ai eu l'occasion de les connaître par la suite, lorsque j'ai travaillé à Goma pour l'UNICEF
que je ne dise pas de bêtises, en 2002, j'ai eu l'occasion de les approcher. Effectivement, j'ai participé j'ai représenté l'UNICEF à des réunions avec ces messieurs. Mhm. Alors maintenant, est-ce que vous pourrez nous relater un peu ce que vous avez vu, vous avez constaté, vous avez vécu la progression de cette première guerre? Bon, j'imagine qu'en ce moment-là, vous êtes observateur indépendant, vous n'êtes ni rwandais ni congolais pour avoir peut-être un penchant, on va dire, un peu affectif par rapport à cette affaire. Qu'est-ce que vous savez en tant que témoin neutre, on va dire? En 2002, comme je l'ai dit, c'était donc la deuxième guerre. C'était la deuxième guerre, la guerre du RCD Goma, qui s'était déjà scindée en plusieurs tendances. Et à Goma, j'étais donc dans la zone contrôlée, soi-disant contrôlée, par le RCD Goma pro-rwandais, dirigé par M. Rouberois et par M. Nyarugabo. Et effectivement, j'avais des interlocuteurs officiels qui se présentaient donc comme congolais, qui étaient, bon, dans le cas de ces deux personnages, des Tutsis se présentant comme congolais. Et j'ai eu affaire à des officiers de cette armée du RCD Goma dans le cadre des négociations pour la démobilisation des enfants. Mais j'ai constaté très vite que ces officiers n'étaient que des prête-noms, si je puis dire, ou constituaient un paravent, et que les réels maîtres étaient les Rwandais, et que le pays, de toute façon, était occupé par l'armée rwandaise. Mais on mettait en avant des gens prétendument congolais ou réellement congolais pour donner le change et pour montrer que le RCD n'était pas une armée d'occupation étrangère, mais que le RCD était un mouvement d'opposition armée tout à fait respectable. Ce qui n'était pas le cas, il était bien loin d'être respectable, puisque chaque fois que nous avons obtenu la démobilisation d'enfants soldats, parfois on a obtenu la démobilisation disons, de 100 enfants de l'armée du RCD, au même moment, à quelques dizaines de kilomètres de là, le même RCD ou leurs alliés rwandais recrutaient peut-être 1000 autres enfants soldats. Et que parfois, parmi les enfants soldats que nous avons démobilisés, quelques semaines, quelques mois plus tard, les mêmes ont été recrutés. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à moi-même me rebeller un petit peu contre l'UNICEF. J'en ai conclu, et j'en ai toujours la conviction, que la démobilisation, que ce soit d'enfants ou d'adultes, ne peut pas avoir lieu tant que le conflit perdure. Il faut d'abord, comme en Sierra Leone ou comme au Libéria, mettre fin au conflit, et après on peut parler de démobilisation. Mais là, c'était un marché de dupes, parce que ces gens-là se faisaient de la publicité à bon compte. Il y avait des caméras venues du monde entier qui filmaient les cérémonies de démobilisation de 100 enfants, comme je l'ai dit, organisées à Goma, alors qu'au même moment, les mêmes gens recrutaient 1000 enfants qui revenaient. Voilà. Ouais. Voilà. J'en suis encore indigné encore aujourd'hui. Mais ceci pose justement, mais pendant ce temps, vous avez travaillé dans l'humanitaire. Il y a beaucoup d'ONG dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a la MONUSCO. Et on observe que pendant 20 ans de présence humanitaire, la situation n'a pas changé. De même que pendant 20 ans de présence de MONUSCO, la situation n'a pas non plus changé. Finalement, est-ce que tout ce monde-là ne fait pas partie d'un même processus de fragilisation de la République démocratique du Congo? Ou sinon, comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas de résultats? Je pense que parmi les gens de la MONUSCO, il y avait certainement des gens qui, sincèrement, croyaient faire quelque chose pour le pays et pour la paix. Mais je pense que tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la démobilisation, et peut-être que je regarde les choses par le petit bout de la lorgnette, je peux parler de ce que j'ai vécu moi-même, et donc je connais bien les programmes de démobilisation. Je pense que tout cela était un marché de dupes, que nous avions affaire à des gens qui n'avaient pas le pouvoir de décider, qui n'étaient pas réellement en charge, et que de toute façon, la réalité des choses nous échappait.
On ne pouvait pas, je rappelle qu'on ne pouvait pas circuler librement. Moi, combien de fois j'ai tenté d'aller à tel ou tel endroit où on m'avait dit qu'il y avait des enfants soldats, et je n'ai pas pu le faire. Parce que pour le faire, il fallait demander un visa de sécurité, lequel visa de sécurité ne pouvait pas être accordé s'il n'y avait pas l'accord des autorités militaires locales, c'est-à-dire du RCD Goma, c'est-à-dire de l'armée rwandaise. Donc il est bien évident que le temps qu'on arrive sur place, ce qui nous aurions dû voir n'existait plus. Donc c'était une grande pièce de théâtre, je dirais. Chacun jouait son rôle, les gens du RCD Goma jouaient leur rôle, nous jouions notre rôle, mais la réalité des choses nous échappait, tant à nous les humanitaires qu'au RCD Goma, puisque ce n'étaient pas eux les gens qui avaient le contrôle des choses, le contrôle réel. Mhm. Voilà, ben, ça fait parfois donc froid au dos d'entendre ce genre de situation. Je sais que, chers compatriotes, vous êtes en train de suivre et nous avons amené Monsieur Hervé Choseville pour que justement qu'il, en tant que témoin, c'est lui qui a vécu ces situations directement, voilà, nous partager son témoignage. Alors. Quand vous avez connu Azarias Robert, parce que vous avez dit que beaucoup de gens étaient des paravents rwandais, lui, c'était un paravent rwandais ou bien c'était un Congolais à l'époque? Parce qu'il y a tellement aussi de trucs. Je me dis peut-être que quand ils sont, comme vous l'avez dit, quand ils jouent leur rôle dans le théâtre, peut-être qu'en ce moment-là, en coulisses, ils parlent de leur vraie identité. Que savez-vous de la personne? Parce il a quand même été candidat à président de la République, en République démocratique du Congo, vice-président même. Monsieur Rouberois ne m'a jamais montré son acte de naissance, donc qui suis-je pour dire qu'il est rwandais ou qu'il est congolais? Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, il était inféodé au régime de Kigali, que c'était un serviteur loyal des intérêts du Rwanda. Je sais également que, en tout cas, j'ai entendu parler de ces allégations comme quoi M. Rouberois, à la fin des années 70, je crois, avait fait une demande d'asile auprès du bureau du HCR de Lubumbashi. Donc, si cela est vrai, et ça avait été relayé même, je crois, par Jeune Afrique à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Il y a même un ancien secrétaire général académique de l'université de Lubumbashi qui connaît son dossier d'étudiant rwandais. Donc si cela est vrai, je ne vois pas comment quelqu'un qui fait une demande auprès du HCR dans un pays comme le Zaïre à l'époque peut être lui-même un Zaïrois. Alors a-t-il changé de nationalité depuis? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, si ces informations sont correctes, à la fin des années 70, il n'était pas Zaïrois. Alors, venons-en à la question, est-ce que il y a eu beaucoup de parallèles, notamment aujourd'hui, lui, il se présente comme le leader de ce qu'on appelle les Banyamulenge, que nous savons être des Banyarwanda en réalité, parce que tout récemment, un groupe des Banyamulenge ont reconnu finalement la genèse de ce mot de Banyamulenge, qui a été une invention pour se différencier des autres Tutsis qui venaient du Rwanda, peut-être pour arrière un peu leur ancienneté en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il se pose un véritable problème, mais d'après ce que vous connaissez, pensez-vous qu'ils peuvent être loyaux à la République démocratique du Congo? Du moment que d'un côté, on peut le trouver au Rwanda, sans trop de problèmes, et aussi en République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'insiste beaucoup plus sur l'expérience que vous avez enfin disons, de ces citoyens, on va dire ça comme ça, ne fût-ce que citoyens africains. Bon, ce problème se retrouve pas seulement au Congo, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, où vous avez des ethnies qui ont été partagées par ces frontières coloniales, qui n'avaient pas pris en compte les intérêts de ces populations. Et elles se retrouvent ailleurs au Congo, d'ailleurs. Les Bas-Congos ne sont pas tous des Congolais.
Il y a aussi des Angolais ou des citoyens de la République du Congo-Brazzaville. Donc, qui suis-je pour douter de la loyauté des Banyarwanda congolais? Je ne peux pas sonder le cœur de chacun de ces Banyarwanda. J'en ai connu qui se sentaient sincèrement congolais. Encore une fois, je me rappelle de certains enfants, de jeunes plutôt, des adolescents Banyarwanda que j'ai démobilisés en 2001, 2002. J'ai aucune raison de douter de leur amour pour le Congo. Maintenant, le problème des Banyarwanda, d'une manière plus précise. Le problème, c'est que vous avez à Kigali un pouvoir, le pouvoir de Paul Kagame, qui instrumentalise ce problème pour ses propres fins et qui donc, en les instrumentalisant, met en danger les Banyarwanda. Si le régime de Kigali était différent, si c'était un régime comme n'importe quel autre régime africain, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème avec une minorité rwandophone au Congo. Mais le problème, c'est que l'expérience a montré que le régime de Kigali a utilisé des gens issus de cette minorité pour déstabiliser le Congo. Alors, c'est ça le problème, c'est que l'agissement de certains met en danger la grande majorité de ces rwandophones congolais qui certainement sont des gens comme vous et moi qui pourraient faire d'excellents voisins ou d'excellents amis. Donc le problème, il est à Kigali. Le problème n'est pas à Minembwe, il n'est pas dans le Massissi. Le problème, il est à Kigali. Tant qu'il y aura un régime tel que le régime actuel au Rwanda, je crains fort qu'il y aura de nouvelles tentatives de déstabilisation de cette partie de la République démocratique du Congo et que malheureusement, beaucoup de Congolais en feront les frais et que bien sûr, les rwandophones qui aiment le Congo, malheureusement, en feront également les frais. Et donc, si je vous comprends très bien, compte tenu de la nuisance du gouvernement rwandais, pensez-vous alors en ce moment-là que le rapport mapping peut renfermer peut-être un début de solution, notamment avec la demande de l'installation d'un tribunal pénal international pour la RD Congo? Et surtout aussi, on peut se poser la question, pourquoi celui-ci n'a jamais été une priorité de la communauté internationale? Tout simplement pour ne pas nuire au régime en place à Kigali, qui a été mis en place dans le cadre de ce grand plan auquel je faisais allusion tout à l'heure. Moi, je suis partisan de la justice. J'ai essayé, à une certaine époque, de collaborer avec la Cour pénale internationale. J'ai même été témoin au procès de Thomas Lubanga. Donc, je suis partisan de la justice. Mais, ceci étant dit, il y a le précédent du tribunal pénal international pour le Rwanda. Ce TPIR n'a pas fait son travail, ou il n'a fait qu'une partie de son travail, puisque les gens qui ont été jugés et condamnés appartenaient tous au camp des vaincus, c'est-à-dire à l'ancien régime rwandais. Aucun responsable du FPR n'a à ce jour été arrêté et jugé. Et ils ne seront jamais jugés puisque le TPIR d'ailleurs n'existe plus. Ce qui m'amène à avoir certains doutes quant à l'efficacité de la justice internationale. J'ai eu une très brève expérience avec la CPI en ma qualité de témoin et je me suis rendu compte que lors de mon apparition à la Cour, eh bien, je n'ai pas pu dire ce que je voulais. Chaque fois que la défense me posait une question, je n'avais pas le temps de répondre, que l'accusation disait que la question n'était pas recevable. Et inversement, chaque fois que l'accusation me posait une question, je n'avais pas le temps de répondre, qu'aussitôt la défense faisait valoir que la question n'était pas recevable. Et les seules questions auxquelles j'ai pu répondre étaient des questions tout à fait marginales, qui n'avaient pas grand intérêt pour la manifestation de la vérité.
c'est pour ça que là aussi, je regarde par le petit bout de la lorgnette. En ma qualité d'humble témoin, je n'ai pas une haute opinion de la façon dont les choses se passent dans ces juridictions internationales. Maintenant, je sais qu'au Cambodge, particulièrement, qui est un pays que je connais bien, il y a eu une expérience de cour mi-internationale, mi-nationale pour juger les responsables du régime Khmer Rouge. Peut-être qu'un tel procédé pourrait être utilisé dans le cas du Congo. Des chambres mixtes, donc vous voulez parler des chambres mixtes. Des chambres mixtes pour juger. Mais attention, si on juge des gens en ce qui concerne la tragédie congolaise qui a coûté la vie à des millions de Congolais et de Rwandais, il faudrait que les mandats d'arrêt et que les inculpations ne visent pas que des Congolais. Parce qu'on ne peut pas faire prévaloir la justice au Congo sans juger également les donneurs d'ordre qui se trouvaient à Kigali ou ailleurs. Voilà, merci en tout cas, monsieur Hervé Choseville, d'avoir accepté cet entretien. Peut-être on va terminer par cette dernière question. Finalement, par rapport à la République démocratique du Congo, quels sont vos espoirs, peut-être même vos désespoirs? Ça nous permettrait peut-être beaucoup de désespoir malheureusement, parce que j'ai maintenant un regard sur la République démocratique du Congo qui remonte à 1996. J'ai donc connu beaucoup de Congolais et chaque fois je me disais que peut-être une nouvelle génération permettrait de repartir sur de bonnes bases. Et malheureusement, depuis 1996, j'ai vu plusieurs générations et je vous ai dit hors antenne que j'ai même rencontré le président Kabila en 2006 à Bukavu et qu'à l'époque, j'avais été assez naïf de croire que peut-être que la jeunesse de cet homme, il était encore très jeune, pouvait receler certains espoirs pour le pays. J'avoue m'être complètement trompé et j'ai rétracté par la suite ce que j'avais pu écrire à l'époque au sujet de Joseph Kabila. Donc j'attends toujours de voir l'homme présidentiel. J'avais dit à Joseph Kabila, je peux le révéler aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que j'en fais état, je lui avais même offert une cassette vidéo, je lui avais offert, j'ai remis dans sa main une cassette vidéo sur le général de Gaulle. Je ne suis pas gaulliste, mais il est vrai que le général de Gaulle a été un ardent acteur de l'indépendance nationale de la France, et je lui ai dit, et je le répète, et il pourra me démentir s'il le souhaite, je lui avais dit, soyez le de Gaulle congolais. Battez-vous pour l'indépendance du Congo, pour redonner son indépendance au Congo. Il avait accepté la cassette et m'a remercié pour ce cadeau. Je ne sais pas s'il a regardé, mais en tout cas, il est clair que Joseph Kabila n'a pas été le de Gaulle congolais à l'époque. Et il ne l'est toujours pas. Et de ce point de vue, même l'alternance avec Félix Tshisekedi ne vous donne pas d'éléments d'espoir, si je vous comprends très bien. Il y a un péché originel dans l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi. Ça, c'est le premier point. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je suppose que vous comprenez ce à quoi je fais allusion. Et il y a un péché également de circonstance, puisque pour pouvoir diriger le Congo, il a fallu faire alliance avec les gens qui étaient au pouvoir jusque-là. Donc, il n'y a pas eu, enfin, l'alternance qui a eu lieu au Congo n'est pas encore une véritable alternance. Peut-être le sera-t-elle bientôt, peut-être le sera-t-elle un jour. Je veux laisser le bénéfice du doute à M. Tshisekedi, qui est un homme qui a vécu à l'extérieur et qui a peut-être de bonnes idées, je ne sais pas, mais jusqu'à présent, je pense qu'il ne maîtrise pas totalement les affaires, malheureusement, et que l'alternance n'a pas encore vraiment eu lieu. Alors, on va terminer par cette dernière question. D'après la description que vous avez faite de vos attentes par rapport à un homme providentiel congolais, même si peut-être qu'un homme providentiel n'existe pas,
Et il y a des jeunes qui vous écoutent en ce moment ici, qui vous entendent. Pour vous, la personne qui pourrait, ne fût-ce que sortir ce pays des lornières actuelles, pourrait avoir quel qualificatif? Quelqu'un qui fasse passer les intérêts du pays avant ses propres intérêts, avant les intérêts de sa famille, avant les intérêts de son ethnie. Quelqu'un qui a à cœur donc la défense des intérêts de son pays, de tout son pays, pas les intérêts de l'Ouest ou les intérêts de l'Est, mais de la totalité du pays. Quelqu'un qui s'entoure de gens compétents, de gens de gens honnêtes, compétents et honnêtes, et qui ne succombent pas aux sirènes des intérêts économiques qui chercheraient à influencer les décisions politiques. Donc peut-être que c'est un oiseau rare que je décris. C'est un oiseau rare au Congo certainement, mais ça l'est également dans d'autres pays. Et la France n'est certainement pas un exemple dans ce domaine. Mais malgré tout, je continue à espérer que cet oiseau rare se posera un jour sur la terre congolaise. Merci en tout cas par cette note à la fois d'espoir, on va dire, et puis peut-être pas d'impossibilité, mais des difficultés de trouver cet oiseau rare. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté notre entretien. Au nom de tous ceux qui nous suivent en ce moment ici, je vous remercie sincèrement. Certainement qu'ils ont pu puiser beaucoup de matière de votre expérience. Merci en tout cas, M. Hervé Chosville. Et j'annonce aussi que M. Chosville pourra peut-être de temps en temps être notre consultant dans beaucoup de matières qui concernent Télé Tchango. Merci en tout cas à vous. Ce sera avec plaisir. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Vous avez pu avoir beaucoup d'informations. Je pense que nous pourrions l'avoir une fois de plus. Il a accepté les principes que vous puissiez nous poser des questions, mais cette émission, c'était un peu comme une entrée en matière. Donc voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, hein, comme d'habitude, comme nous le faisons. Voilà. En ce qui me concerne, donc, je vous retrouve également lors d'une prochaine émission. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères et sœurs. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit est dit. Merci et à la prochaine.